Donc, après avoir parlé ce matin de la procto, du reflux, maintenant c'est le tour des méquilles. Et les méquilles, on a tendance à dire que c'est une affaire de gastro-entérologue. Bon, quelle est la place du généraliste dans la prise en charge de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? D'abord, les méquilles, vous les connaissez, c'est des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est des maladies chroniques qui évoluent par poussée entrecroupée de rémission, donc il n'y a pas le mot guérison. Il n'y a que la rémission. Et c'est des maladies qui se caractérisent par des signes extra-digestifs et digestifs, à tel point qu'on les appelle des maladies de système. La physiopathie, malheureusement, il est multifactoriel. Il n'y a pas de physiopathologie qui est claire. Là, c'est un schéma qui est assez complexe, qui fait intervenir plusieurs facteurs, la génétique, l'environnement, le tabac, les bactéries, le stress, et tous ces phénomènes-là aboutissent à une perturbation de l'immunité, ce qui va déclencher les symptômes muqueux, les symptômes cliniques. Donc le fait que cette physiopathie est multifactorielle, jusqu'à maintenant, en 2019, il n'y a pas de traitement curatif. Le traitement est simplement suspensif. Le but, c'est d'avoir une rémission durable, une rémission à la fois clinique, biologique, endoscopique et radiologique. La prise en charge, elle est multidisciplinaire. Et sincèrement, le généraliste se met au premier. C'est le premier qui va voir le malade. Ensuite, on aura le gastro, le radiologue, l'anapathe, le réanimateur et même d'autres spécialistes, le psychiatre, l'ophtalmo, le rhumato. Donc c'est une pathologie multidisciplinaire par excellence. La RCH, c'est une atteinte du rectum et du côlon, donc jamais d'atteinte du grêle. C'est une atteinte ascendante à partir du rectum, atteinte qui est continue sans intervalle de muqueuse saine, atteinte superficielle et se caractérise sur le plan clinique par le syndrome dysentérique, ténesme, épreinte, faux besoin. Et surtout, il y a un risque, comme je ne dirais pas important, mais un risque réel de cancer colorectal. La maladie de Crohn, au contraire de la RCH, elle peut toucher tout le digestif, depuis la bouche jusqu'à l'anus. Atteinte segmentaire, donc on peut avoir une atteinte colique, ou bien une atteinte grélique, ou bien une atteinte étendue, et sous forme de segment, atteinte qui est discontinue, atteinte transmurale en profondeur, contrairement à la RCH. Et les polymorphes, il y a plusieurs symptômes en allant de la diarrhée chronique jusqu'à la douleur abdominale, avec possibilité de fistule, sténose et abcès. Et contrairement à la RCH, l'anus, elle est parfois atteint. Et ce matin, en procto, j'ai insisté sur le fait que parfois, il y a des lésions proctologiques qui méritent une attention en pensant à la maladie de Crohn. Et là aussi, il y a un risque de cancer colorectal. Maintenant, la question est à la salle. Parmi ces moyens de prise en charge des méquilles, dans lesquels on retrouve le généraliste, est-ce que c'est dans la suspicion clinique, ou bien diagnostic biologique, ou bien la confirmation diagnostique, ou bien le bilan préthérapeutique, le traitement, la surveillance traitement, ou bien l'éducation thérapeutique. Donc, pour annoncer le couleur d'après vous, quel est l'aspect qui ne relève pas du généraliste? Parmi ces éléments-là, quel est l'aspect qui ne relève pas du généraliste? Le traitement, confirmation diagnostique. Ça suppose que les autres généralistes ont une place importante. On va voir. Donc, les méquilles, il faut savoir y penser, devant un contexte particulier, devant des signes digestifs et extradigestifs. Le contexte, généralement, c'est un individu qui est jeune. Souvent, le stress comme facteur déclenchant de la maladie ou bien déclenchant des poussées. Les ANS peuvent révéler ou déclencher une poussée. C'est une maladie parfois familiale, donc il faut chercher dans la famille ces notions de méquilles dans la fratrie. Et le tabac, il est protecteur pour la RCH. Je ne demande pas de fumer, mais il est provocateur de la maladie de Crohn. C'est un facteur favorisant dans la maladie de Crohn. Les signes digestifs sont polymorphes. Donc il faut savoir penser à une méquille devant des rectorragies chroniques ou bien un syndrome dysentérique chronique. Un syndrome dysentérique aigu, en principe, ce n'est pas la RCH, c'est une infection. Et au Maroc, c'est l'amibiase. Devant une diarrhée chronique, surtout si elle est glérossanglante. Devant des douleurs abdominales persistantes, surtout si elles sont nocturnes et diurnes. Devant un syndrome de Koenig qui est témoin d'une subocclusion. Devant des signes généraux, une masse abdominale. Et parfois, seule l'anémie, ou parfois même l'hypoféritinémie, peut amener un patient à consulter. Et dans ce cas-là, on doit penser au méquilles. Il y a également des signes anopérinéaux. Et dans ce cas-là, il faut s'acharner à chercher les lésions atypiques. Les fistules anales banales, ça court les rues. Mais des fistules qui sont complexes ou récidivantes, qu'on voit ici dans la première photo, une fistule en fer à cheval, ça doit évoquer le Crohn. Des fissures atypiques, soit en nombre, ils sont multiples, ou bien latéralisées, ou bien de forme arrondie. Là, ce n'est pas une fissure classique, il faut chercher un Crohn. Également, lorsqu'on a des ulcérations anales et périanales, qui s'étendent parfois jusqu'à l'intérieur du canal anal, il faut penser à un Crohn. Et là, on voit des marisques, mais plutôt c'est des pseudomarisques parce qu'ils sont ulcérés. Et dans ce cas-là, il faut absolument faire une exploration endoscopique.
ce n'est pas des maladies uniquement digestives, c'est des maladies de système. Et on voit ici qu'on peut avoir l'atteinte sacro-iliaque, l'atteinte osteoarticulaire, l'atteinte ophtalmologique, des aftes bucco-récidivants, le pyoderma gangrénosome. Donc le dermatologue peut être parfois le premier à voir ce patient, mais souvent, c'est les généralistes qui voient ces patients en premier. Donc à chaque fois qu'on a des lésions qui sont atypiques, il faut sonner l'alarme, ça peut correspondre à une maladie inflammatoire. Également, le généraliste peut apprécier la gravité de ces maladies-là grâce à des scores qui sont actuellement disponibles sur le net. Il y a le score de Trulov pour la RCH, qui différencie entre une poussée légère, modérée et sévère. Il y a le score de BEST, ou bien le score de CDAI. Là aussi, il est facile à recueillir et permet de différencier entre une maladie inactive avec un score inférieur à 150 ou bien une activité sévère avec un score supérieur à 450. Maintenant, je reprends ma diapo. Donc, à votre avis, est-ce que le généraliste se retrouve devant la suspicion clinique? Je suis d'accord? Donc, le généraliste doit absolument savoir suspecter une maladie inflammatoire. Et par la suite, est-ce qu'il pourra demander un bilan biologique? Quel bilan? Il y a la biologie standard, il y a l'examen des selles, mais maintenant, il y a la calprotectine fécale qui a émergé et qui est d'un secours très important. Biologie standard, c'est la NFS, anémie, hyperleucocytose et hyperplaquétose. L'hyperplaquétose est un témoin d'inflammation. La ferritinémie est souvent basse par plusieurs mécanismes. La CRP, on a tendance à dire que la CRP est un excellent marqueur d'inflammation, mais elle peut être normale dans 20% de cas, même avec un aspect endoscopique sévère. Et dans ce cas-là, il faut chercher autres marqueurs biologiques. Également, la biologie, ça va servir comme bilan de retentissement. Et maintenant, l'examen des selles. On voit que les examens des selles sont demandés à tort et à travers, aussi bien par les gastro que par les généralistes. Il faut savoir les demander dans des situations particulières. Lorsqu'on a une symptomologie qui est aiguë, oui, il faut les demander. Mais lorsqu'on a des symptômes qui sont chroniques, l'examen des selles va servir uniquement comme un diagnostic différentiel et pour chercher une surinfection. Je m'explique. Quelqu'un qui vient en consultation avec un symptôme dysenterie qui remonte à 3 jours, ou bien une diarrhée gléro-sanglante depuis 3 jours. Là, je peux demander l'examen des selles, l'examen parasitome et la coproculture. Mais quelqu'un qui présente ça depuis 2 mois, 3 mois, l'examen des selles dans ce cas-là cherchera uniquement à éliminer une surinfection associée. Et les indications, généralement, dans la littérature, on nous dit que l'examen des selles est à demander en cas de forme inaugurale de la maladie, quelqu'un qui n'est pas connu porteur de Mickey et qui vient d'installer ses symptômes, en cas de colite grave et en cas de résistance au traitement. Mais, ça c'est la littérature. Mais au Maroc, nous sommes un pays d'endémie de l'amibiase. Donc à chaque fois qu'on a un syndrome dysentérique, il faut demander l'examen des selles avec recherche d'amibiase. Maintenant, la calprotectine fécale, c'est ça la nouveauté. Je pense que vous avez déjà commencé à demander ce bilan. Principal intérêt, on va voir, c'est différencier entre une maladie organique et un trouble fonctionnel. C'est apparu depuis 1980. Ensuite, il y a plusieurs études qui ont confirmé sa place, aussi bien chez le gastro-entérologue, pour différencier entre une MICI ou bien un syndrome d'intestin irritable, et la confirmation diagnostique, bien sûr, se fera par l'imagerie et par l'endoscopie. Et on voit ici que les chiffres de sensibilité et spécificité sont assez élevés pour dire que cette analyse peut différencier entre une maladie organique et fonctionnelle. Là, une étude qui a été faite sur à peu près 1000 patients chez les généralistes, chez qui les patients consultent pour des symptômes digestifs. Et là, on voit que le seuil de 50 microgrammes permet d'orienter fortement vers une pathologie organique. Encore plus, un seuil de 150 oriente largement, presque à 100%, vers une pathologie organique, ce qui permet de réduire les demandes de coloscopie. D'autant plus si on est un pays, d'ailleurs même au Maroc, l'accessibilité à l'endoscopie n'est pas toujours possible, ben si on peut réduire ces demandes-là, étant donné que c'est un geste qui n'est pas toujours disponible et qui est invasif, ce serait une très bonne chose. Maintenant, quels sont les seuils de la calprotectine fécale? Je m'excuse, je me suis attardé parce que c'est un bilan très important qui permet de différencier entre 2 pistes complètement différentes. Ben, pour vous, généralistes, gardez le seuil de 50 microgrammes. Si vous avez un patient qui a des symptômes digestifs, on va voir par la suite, qui impose cette recherche, si inférieur à 50, c'est plutôt fonctionnel, plus de 50, c'est plutôt organique, et dans ce cas-là, il faut explorer. D'autres applications en gastro-entérologie, c'est le suivi d'une maladie inflammatoire déjà connue. Il faut savoir, est-ce que nous sommes en cicatrisation muqueuse, est-ce que nous sommes en rémission, et pour prédire la rechute. Donc, quand est-ce qu'on doit demander? Pour différencier entre une maladie organique et fonctionnelle, pour suivre une MICI, mais ce n'est pas un moyen de dépistage des cancers colorectaux, ni des polypes.
Donc si on pense à un cancer ou bien à des polypes, il faut plutôt aller vers l'endoscopie. Deux situations. Quand est-ce qu'on doit demander la calprotectine? Première situation, quelqu'un qui a des symptômes digestifs chroniques sans signe d'alarme. Pas de rectorragie, pas d'amaigrissement, type douleur abdominale, diarrhée chronique, ballonnement. Dans ce cas-là, pour s'orienter, on fait d'abord la CRP. Si la CRP est normale et élevée, il faut s'orienter vers l'endoscopie. Si elle est normale, on demande la calprotectine fécale. Si elle est élevée, il faut faire l'endoscopie. Le deuxième volet, c'est le suivi d'un patient qui a une colite inflammatoire. Là aussi, on commence par la CRP. Et si normal, on passe à la calprotectine pour apprécier est-ce qu'on est devant une poussée de la maladie ou bien devant une pathologie fonctionnelle. Là, c'est l'algorithme le plus important. Quelqu'un qui vient consulter chez le généraliste ou bien le gastro-entérologue, elle a des symptômes cliniques digestifs. Premier élément, est-ce qu'elle a des signes d'alarme? Si oui, c'est l'endoscopie. S'il n'y a pas de signe d'alarme, on demande la calprotectine fécale. S'il est supérieur à 150, demandez une coloscopie. S'il est inférieur à 50, c'est une pathologie fonctionnelle, c'est la colopathie fonctionnelle. S'il est compris entre 50 et 150, cherchez les éléments qui augmentent la calprotectine, les EPP, les AINS et une infection intercurrente. Et on refait le dosage plus tard. Donc gardez le chiffre de 50 inférieur auquel il n'y a pas de maladie, plus de 150, très probablement il s'agit de maladie inflammatoire. Donc je reprends maintenant ma diapositive. Est-ce que le généraliste a une place dans le diagnostic biologique? Largement. Largement. Tous les bilans que je viens de demander peuvent être demandés par le généraliste. Maintenant, la confirmation diagnostique. Pour la RCH, c'est l'endoscopie, rectoscopie et l'écoloscopie pour voir ces aspects-là que vous voyez. Une muqueuse qui est érythémateuse, ulcérée. Le Crohn, puisqu'il atteint tous les digestifs, on peut faire une fibroscopie, une coloscopie, une entéroscopie et même une vidéocapsule. Vous voyez la capsule en bas, elle permet de voir le grêle. Elle est disponible actuellement dans plusieurs centres marocains, dont celui de Fès. L'histologie, c'est très important. D'ailleurs, maintenant, les mutuelles commencent à nous exiger une anapathe qui confirme la maladie. Sinon, les patients ne sont pas remboursés. Donc, pour la RCH, c'est les abcès cryptiques. Et pour le Crohn, c'est les granulomes. Pour la radiologie, urgence, un patient qui vient consulter, il est connu porteur de RCH, ou bien il vient pour la première fois avec des douleurs intenses. Il faut demander d'abord l'ASP pour chercher l'urgence qui est la colectasie aiguë, qui est une urgence chirurgicale. Donc il faut faire une colectomie d'urgence. Donc un généraliste peut tiquer sur ce cas-là et faire le nécessaire pour éviter le pire. Là, des explorations radiologiques, il y a l'échographie, mais l'échographie aux mains de quelqu'un qui est expérimenté, qui a l'habitude de voir le grêle et le côlon. Il y a le scanner, l'entéro-IRM. Qu'est-ce que j'ai supprimé ici? Il y avait une image que j'ai supprimée. À votre avis, quelle radiologie n'a plus de place actuellement dans l'avant-barité et... Non, l'ASP, si, l'ASP. En cas d'urgence, c'est obligatoire. TOGD, l'avant-barité et le transit du grêle. Et il n'y a plus de place. Avec les moyens d'image actuels, que ce soit l'IRM ou bien le scanner, il n'y a plus de place à ces radiologies qui sont assez irradiantes. Maintenant, la question, est-ce que le généraliste peut confirmer un diagnostic? En principe, non, sauf en cas d'urgence, en demandant un ASP pour éliminer une colectasie. Mais généralement, c'est l'affaire du spécialiste, que ce soit le gastro, le radiologue ou bien un apathe. Maintenant, les traitements. Les traitements, puisque les MICI sont multidisciplinaires, la stratégie elle est à la fois à court, moyen et à long terme. On a le traitement d'attaque et le traitement d'entretien qui peut durer toute la vie. Il y a plusieurs objectifs. C'est une meilleure qualité de vie, changer l'histoire naturelle de la maladie pour avoir moins de complications et surtout avoir une rémission durable, une rémission parfois profonde, une rémission clinique, biologique, endoscopique et même actuellement, on espère avoir une rémission histologique parce que c'est la seule garante de diminuer le risque de cancer colorectal. Il y a plusieurs objectifs. Il y a celle de patients qui cherchent à être bien dans sa peau, à n'avoir pas de maladie, alors que le médecin cherche à éviter la chirurgie, à induire une rémission profonde, éviter les complications, éviter la toxicité. Et bien sûr, tout ça, ça doit se faire en discussion avec le malade. Il faut discuter des stratégies.
Fini le temps où le médecin, c'est le médecin qui sait tout. Il faut discuter avec le patient. C'est comme ça qu'on a une adhésion du patient au traitement. Et l'objectif, avant, on disait qu'il faut absolument avoir un patient bien sur le plan clinique. Lorsque j'ai commencé ma spécialité, à la consultation, je dirais au patient, combien de fois vous allez aux toilettes? Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'il y a de l'air? Est-ce qu'il y a de l'air abdominal? Et ça s'arrête là. Pour moi, c'est un patient qui est très bien. Mais il y a une mauvaise concordance entre les scores cliniques et les scores endoscopiques et histologiques. C'est pour ça, maintenant, on cherche à avoir une rémission sans corticoïdes, moins d'hospitalisation, moins de chirurgie, et dans le futur, on cherche à avoir carrément une cicatrisation histologique pour prévenir le cancer. Les traitements, ça dépend de la maladie, localisation. Les traitements directites ne sont pas les traitements des formes étendues. Ce n'est pas le traitement du crâne ilial, ni le traitement du crâne colique. Il y a également, le traitement dépend de la forme légère, modérée et sévère. Les formes sévères, c'est un traitement injectable, alors que les formes légères, on peut traiter par voie locale. Et est-ce que le patient a déjà pris un traitement antérieur, principalement la corticodépendance? Et le malade. Actuellement, on s'intéresse essentiellement à la couverture sociale. Est-ce que le patient est ramidiste, ou bien knopiste, ou bien CNSS, ou bien assurance? Pourquoi? Parce que les traitements, c'est lourd, c'est coûteux, et il y a des patients qui ne peuvent supporter aucun traitement étant donné leur coût qui est élevé. Donc les traitements, actuellement, on a les aminosalicylés, les corticoïdes, les antibiotiques, les immunosuppresseurs, les anti-TNF et anti-intégrines qui coûtent assez cher, la chirurgie, mais n'oublions pas les soins de support et la transplantation fécale. Ce n'est pas la transplantation hépatique, c'est fécale. Donc, les salicylés, vous les connaissez, c'est pentasa, salcrosine, salazopérine. J'ose les dire parce qu'ils sont seuls au marché. C'est par voie orale ou locale. Et ça se traite à la fois les poussées que le traitement d'entretien. Les corticoïdes, c'est un très bon traitement qui permet de traiter les poussées, mais beaucoup d'effets indésirables. C'est pour ça qu'il faut les éviter au long cours. C'est le seul médicament qu'on ne peut pas prescrire au long cours. Les antibiotiques, là aussi, on a les deux, les quinolones et le métronidazole, avec des risques d'effets indésirables, tendinite d'Achille et parfois même des complications plus graves. Les thiopurines, l'azathioprine et smicaptopurine, surtout une toxicité pancréatique. Le patient, vous avez un patient qui est suivi par un Crohn, et bien sûr, parce qu'il vient, il vient vous voir en premier, parce que vous êtes son médecin généraliste, et bien il vous dit que depuis que j'ai commencé les murelles, ça fait 3 jours, j'ai des douleurs atroces. À quoi on doit penser? À une pancréatite aiguë secondaire à l'humorelle, qui est la principale complication. Donc on arrête le médicament dans les médias. Il y a également une toxicité hépatique, hématologique. Il y a même des risques de lymphome et de cancer. Et c'est un traitement qui est d'entretien. Le méthotrexate, c'est la même chose. Un médicament avec beaucoup de toxicité hépatique, hématologique et avec un risque tératogène. Les anti-TNF, c'est les médicaments maintenant qui coûtent très cher et qui sont très efficaces et qui peuvent changer complètement l'histoire naturelle. On a l'adalimumab, le golimumab, l'infliximab, certains par voie intraveineuse, donc en milieu hospitalier, d'autres par voie subcutanée, donc en ambulatoire, et le patient même peut l'utiliser à domicile. Les anti-intégrines, le vidéosumab n'est pas encore disponible au Maroc. Et ces médicaments-là posent un grand problème, c'est le risque infectieux. Et au Maroc, c'est la tuberculose. Donc ça suppose qu'il faut absolument faire un bilan préthérapeutique pour éliminer une tuberculose latente. Les soins de support, je passe rapidement, c'est les antispasmodiques, nutrition entérale ou bien parentérale parce que c'est des patients qui sont altérés, l'héparine, l'albumine, la kinésithérapie et parfois les soins de psychiatrie et une bonne diététique. La transplantation fécale, juste un mot, c'est un nouveau traitement qui permet de modifier la flore intestinale, donc modifier le microbiote qui est actuellement la mode comme étant un élément qui peut changer l'histoire naturelle des Mickey. Et il a été testé dans la RCH et ça a apporté quelques résultats. On attendra l'avenir pour prouver sa place. Les indications dépendent, les indications de la chirurgie, c'est surtout les formes graves et les formes qui ne répondent pas à la chirurgie, qui ne répondent pas au traitement médical. Et la technique dépend essentiellement de la maladie, Crohn ou bien RCH. Je passe rapidement. Ces médicaments sont des médicaments avec beaucoup d'effets indésirables, avec des risques infectieux, donc il faut absolument faire un bilan préthérapeutique et des vaccinations. Heureusement qu'on a actuellement des checklists qui sont sur l'Internet, sur les sites de Société Savante. Un checklist qu'il faut absolument cocher et dire est-ce qu'on a éliminé une tuberculose, est-ce qu'on a éliminé une hépatite B, une hépatite C, une infection sous-jacente. Est-ce qu'on a cherché une contre-indication
à ces médicaments-là. Comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Et les vaccinations, il faut absolument vacciner ces patients parce que c'est des patients qui ont recours à des traitements immunosuppresseurs. Même les corticoïdes est un immunosuppresseur. Donc il faut vacciner les patients contre plusieurs vaccins, contre plusieurs pathologies, mais surtout attention aux vaccins vivants. Si le patient est déjà sous un immunosuppresseur, il faut arrêter le médicament et vacciner le patient par la suite. Maintenant, vous, en tant que généraliste, est-ce que vous pouvez vous occuper du bilan préthérapeutique? Le bilan préthérapeutique, je ne parle pas du traitement. Donc oui, donc on peut faire un bilan préthérapeutique. Par contre, au traitement, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, étant donné la surveillance, étant donné les médicaments qui sont à gestion particulière. La surveillance maintenant, on cherche 3 choses. Surveiller l'activité, est-ce que le patient est en rémission, les complications, le cancer colorectal et la toxicité des traitements. Donc, pour surveiller l'activité, on a besoin de plusieurs moyens. La surveillance clinique, biologique et morphologique, endoscopique et radiologique. Je pense que cette surveillance-là, on peut la laisser au spécialiste parce que c'est lui qui va savoir quand est-ce qu'il va demander les endoscopies. Par contre, la surveillance des traitements qui sont des traitements à effet indésirable, en surveillant la toxicité, en surveillant les médicaments, on peut la partager entre le généraliste et le gastro-entérologue. Le cancer colorectal est une réalité. Les MICI, c'est des facteurs de risque de cancer colorectal, avec des chiffres qui ne sont pas très élevés, mais qui sont un peu supérieurs à la population normale. C'est pour ça qu'il faut absolument dépister les lésions précancéreuses, à savoir la dysplasie. Comment on dépiste? On a l'endoscopie standard que vous connaissez, mais maintenant on a d'autres endoscopes qui apparaissent, jusqu'à avoir une endoscopie avec une image histologique. C'est ça l'idéal qu'on cherche. On cherche la dysplasie par voie endoscopique. Le rythme de surveillance varie selon le phénotype de la maladie. Est-ce qu'elle est extensive? Est-ce qu'elle est ancienne? L'âge du patient? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de cancer colorectal? Et la surveillance varie de 1 à tous les ans jusqu'à tous les 5 ans. Donc, à votre avis, la surveillance, je mettrai vert ou bien rouge? Vert et rouge. Bravo. Effectivement, c'est vert et rouge. On peut surveiller le traitement, la toxicité, mais on ne peut pas surveiller la maladie et les complications. Maintenant, le dernier volet, c'est l'éducation thérapeutique. Il faut donner des informations correctes, une nutrition correcte, et attention, chez la femme enceinte et l'allaitante, ils vont venir vous voir pour vous demander est-ce que ma grossesse posera un problème, est-ce que les médicaments poseront un problème avec ma grossesse. Donc, d'abord, expliquer, rassurer. On a fait une étude AFES, état des connaissances des patients MICI vis-à-vis de leur maladie. Et parmi 100 patients, nous avons retrouvé 80% des patients ne connaissent pas le nom de leur maladie. Bien sûr, si on ne connaît pas la maladie, on ne va pas adhérer au traitement. Et donc, il faut impliquer les patients dans les différentes étapes de prise en charge, éviter la désinformation. J'ai entendu, j'ai vu sur Internet, il n'y a que de mauvaises informations, et il y a des sites fiables, comme l'association François Petit, qui offre des informations qui sont assez fiables pour les patients. Nutrition, dénutrition, c'est le point majeur des MICI. Une seule règle, c'est éviter les régimes restrictifs. C'est avoir une alimentation la plus normale possible, avec une meilleure qualité de vie. Le seul régime qu'on peut prescrire au moment des poussées, c'est le régime sans résidus. Uniquement au moment des poussées. En dehors des poussées, il faut reprendre une alimentation normale. Donc il n'y a pas de régime sans résidus au long cours. Pas de régime sans sel lors de la corticothérapie pour les MICI, parce que c'est une corticothérapie qui est généralement de courte durée. Tabac et Crohn. Le tabac est un facteur très important dans la genèse du Crohn et dans les complications et dans l'histoire naturelle de la maladie de Crohn. C'est pour ça qu'il faut absolument inviter le patient à arrêter le tabac, et ça a le même effet que les traitements immunosuppresseurs et les traitements anti-TNF. Donc avec tous les moyens que vous voulez, il faut absolument convaincre le patient d'arrêter le tabac. La fertilité chez la femme, il n'est pas différent de la population générale. Il y a des facteurs qui rendent la personne infertile, comme une maladie active ou bien des antécédents de chirurgie. Quand est-ce que la femme doit tomber enceinte? Uniquement lorsqu'elle est en rémission. Donc il faut programmer la grossesse avec la patiente. Je dis toujours à mes patientes que vous avez un mari, moi je suis votre deuxième mari, parce que c'est moi qui vais décider le jour où vous allez tomber enceinte. Sinon, si la patiente tombe enceinte en période de poussée, il y a beaucoup de complications pour la maman et pour le bébé. Quand accoucher, ce n'est pas moi, c'est plutôt l'obstétricien qui va décider.
moi, j'interviens uniquement en tant que gastro lorsqu'il y a une maladie anopérinéale ou bien une maladie active. La transmission des MICI, c'est un fait réel, mais un fait qui est minime, sauf si les deux parents sont atteints de MICI. Et dans ce cas-là, le chiffre arrive à 36%. Maintenant, ma dernière plaque. Qu'est-ce que je mets au devant de l'éducation thérapeutique? Affaire du généraliste ou bien du spécialiste? Donc les deux. Donc le généraliste a une place très importante. Donc si je vais conclure, la place du généraliste est très importante dans plusieurs volets. Je vois le verre presque dans les 2/3. Donc là, dans la suspicion clinique, le diagnostic biologique, le bilan préthérapeutique, la surveillance et l'éducation thérapeutique. Et souvent, le généraliste, il est le premier soldat au front. C'est lui qui va voir le patient, donc il doit savoir comment le gérer et l'orienter vers le spécialiste, et parfois même le récupérer pour un suivi correct. Merci. Merci, professeur, pour votre présentation. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. S'il vous plaît, monsieur, au moment de la grossesse, est-ce que vous arrêtez le traitement ou bien juste le régime? Au cours de la grossesse, vous arrêtez le traitement de fond? Je rigole, pourquoi? Parce qu'on a peigné pour avoir une rémission. C'est une patiente chez qui on va utiliser plusieurs médicaments pour qu'elle rentre en rémission, pour qu'elle tombe enceinte. Mais si j'arrête le traitement, elle va rentrer en poussée. Et dans ce cas-là, j'aurai des complications pour la femme et pour le bébé. Donc pour les traitements, il y a certains qui sont contre-indiqués. Voilà, le tableau est parti. Il y a certains qui sont contre-indiqués, le méthotrexate et le thalidomide. D'autres, la majorité ne sont pas contre-indiqués. Les corticoïdes ne sont pas contre-indiqués. Les 5-azans ne sont pas contre-indiqués. Les immunosuppressants ne sont pas contre-indiqués. Les murelles, souvent, il y a des médecins généralistes et même des gynécos qui arrêtent les murelles chez la femme enceinte. Non, on ne doit pas l'arrêter. Elle doit continuer son traitement avec, il n'y a aucun problème. Une autre question? Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Régime sans gluten, aucune place. Aucune place. Le seul régime à indiquer en cas de poussée, c'est le régime sans résidus. Y a-t-il une autre question dans la salle? Moi, j'ai une question, professeur, s'il vous plaît. Quel est le prix de la calprotectine fécale au privé? Ça coûte combien? Ça dépend des laboratoires. Ça varie entre 350 dirhams à Agadir à 1000 dirhams à Fès. Oui, ça dépend des laboratoires. Plus qu'il y a la demande, plus que le prix baisse. Et ça dépend également des techniques. Donc, si j'ose dire, c'est entre 500 et 1000 dirhams. Merci. Mais ça permet d'éviter des coloscopies. Donc, c'est intéressant. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? C'est bon? Non? Oui. Autres que les anti-inflammatoires, quels sont les médicaments qui peuvent aggraver les MICI? Presque. C'est les anti-inflammatoires principalement, les antibiotiques, certains antibiotiques qui donnent généralement de la diarrhée. Donc ces médicaments-là peuvent déclencher. Mais la plupart des autres médicaments n'ont rien à voir avec les MICI. Une dernière question. Oui. Micro. S'il vous plaît, est-ce que la surveillance endoscopique doit être régulière à un rythme bien régulé, avec signes cliniques apparents ou sans signes cliniques? Merci. Je parle de la surveillance endoscopique de volet. Quelqu'un chez qui on doit savoir est-ce qu'il est en rémission, ben on doit faire l'endoscopie généralement tous les 6 mois ou bien tous les ans. Mais quelqu'un qui est asymptomatique, et on cherche à chercher la dysplasie, et ben même s'il est asymptomatique, je fais l'endoscopie. Il y a des rythmes selon l'étendue de la maladie, selon l'ancienneté, selon les antécédents familiaux de cancer colorectal. Et dans ce cas-là, ça varie entre une coloscopie annuelle jusqu'à une coloscopie tous les 5 ans. S'il vous plaît, ma question est la suivante. C'est vrai que c'est des maladies chroniques sur le long terme, ça, je pourrais dire plus de 3 mois. Il y a la symptomatologie. Est-ce que c'est possible qu'on demande la calpoprotectine juste à son début? Est-ce que vraiment il va nous donner quelque chose, il va nous orienter vers telle ou telle pathologie?
Parce qu'autant qu'on est des échographistes, je peux dire, même tous les collègues, ils sont des échographistes, la plupart du temps qu'on trouve, par exemple, un épaississement dans un endroit donné au niveau du tube digestif, est-ce que cette protéine il pourrait nous renseigner sur la pathologie, qu'il y a vraiment quelque chose? Parce que des fois, je me dis, est-ce que vraiment je devrais me fier à cette protéine ou bien je devrais passer directement à la colonosigmoïdoscopie? Voilà. Je vous remercie. Vous faites une échographie, d'accord? Vous êtes entraîné à l'échographie. Vous voyez qu'il y a un épaississement digestif. Pas de calprotectin fécal. L'endoscopie. L'endoscopie. D'accord? Parce que vous avez vu, il y a un épaississement digestif. Mais la plupart, que ce soit les généralistes et même certains, et même pas mal de gastro, ne sont pas vraiment très entraînés à voir l'épaississement digestif. On voit le foie, on voit la rate, c'est un condition de débrouillage. Et dans ce cas, la calprotectin fécal est très importante. Mais j'insiste sur le mais, qu'il n'y a pas de signe d'alarme. D'accord? Il n'y a pas de signe d'alarme. S'il y a des signes d'alarme, amaigrissement, anémie, ou bien diarrhée gléro-sanglante, masse abdominale, dans ce cas-là, oubliez la calprotectine, il faut aller vers l'endoscopie. Merci, professeur. Donc, je vais vous remettre votre attestation. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle qu'il y aura un minibus pour amener les gens à leur hôtel pour qu'ils se changent et qu'on se retrouve ici à 8h30. Les minibus partiront des 3 hôtels à 8h pour être ici à 8h30. Et après la soirée, vous serez ramenés à vos hôtels. Merci. Nous allons faire une petite pause café, puis nous allons reprendre.